En Israël, la procédure se fait en fait en 2 étapes. Il y a la première étape qui est le prélèvement du sperme chez ces personnes qui ont été tuées ou qui sont décédées. Et ça se fait par biopsie en fait, une biopsie du testicule où on prend une partie, on essaie d'avoir la majorité de sperme. Et la deuxième partie, c'est le droit d'utiliser ce sperme. Le fait de préserver ce sperme ne donne pas automatiquement la possibilité de l'user plus tard. Et tout de suite, nous a rejoint sur le plateau Myriam Safray, qui est gynécologue, spécialiste de la fertilité. Elle est en ce moment en poste au centre de recherche Maggie à l'université de Pittsburgh. Elle nous arrive directement des États-Unis. Myriam Safray, bonjour et merci d'être avec nous pour un sujet complexe. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialiste de la fertilité, c'est-à-dire que vous faites de la recherche pour préserver, on va dire, la fertilité des petits garçons ou des petites filles, mais également, évidemment, vos travaux ont une ampleur beaucoup plus large, surtout en temps de guerre. Oui, alors normalement, en fait, je suis gynéco et je fais de la préservation de la fertilité pour mes patients qui ont une maladie ou une condition et qui vont avoir un déclin, qui vont devenir infertiles. Par exemple, si c'est un cancer, ras khalila, ou s'ils ont besoin de chimiothérapie, de radiothérapie ou d'autres médicaments ou d'autres traitements qui peuvent faire baisser la fertilité. Alors normalement, on fait de la fertilité, on préserve des embryons, on préserve. Ça veut dire que vous congelez des embryons directement ou vous congelez des oocytes, on congèle des oocytes, on congèle des embryons, on congèle du sperme. Pour les petites filles, on peut faire une opération, prendre un bout de l'ovaire ou un ovaire complet, le congeler, et après on peut le retransplanter. On fait ça aussi pour les femmes qui, par exemple, n'ont pas le temps de faire un traitement de 2 semaines ou de 3 semaines avant de commencer les traitements qu'ils ont besoin de commencer. Alors ça peut se faire en un jour. Et pour les petits garçons, il y a un traitement qui est de la recherche. En fait, on préserve un petit bout du testicule et on espère que plus tard, on aura les technologies de l'aider à pouvoir avoir des enfants biologiques. En fait, le but de toutes ces technologies qui sont déjà là ou qui sont encore en train de recherche, c'est de pouvoir permettre à ces enfants, à ces femmes, à ces hommes, d'avoir une vie complète avec moins d'effets secondaires après les traitements. Et l'infertilité étant un grand effet secondaire de plusieurs traitements, en fait, de leur préfère de mettre leur maladie ou cette période en parenthèse, de continuer avec leur vie au maximum après ces traitements. Une vie plus ou moins normale, en tout cas facilitée grâce à votre intervention. Alors, on disait hors antenne que c'était carrément de la magie ou de la science-fiction. C'est vraiment, on a l'impression que c'est ça, quoi. Parce que si une petite fille a un cancer assez grave où on doit lui enlever, par exemple, les ovaires, etc., on n'imagine pas qu'à l'âge adulte, elle pourra avoir des enfants. Oui, alors avant, on fait ça. Avant, par exemple, qu'elle doit avoir un ashtat me'achetzem, un transplant ou beaucoup de chimiothérapie, on peut prendre un bout de l'ovaire, le congeler, et après on le retransplante quand elle veut avoir des enfants, même si elle a été en ménopause précoce, ouais. Alors elle peut avoir des enfants après. Ça fait beaucoup de plaisir. Ouais, moi, j'aime toujours plaisir. Après, des fois, je suis à l'accouchement de mes patientes. C'est quelque chose qui est fascinant, miraculeux. Et voilà. Alors, vous avez commencé cette spécialité pas tout à fait par hasard, en fait. C'est vrai. Quand j'étais en 5e année de médecine, mon deuxième enfant, mon fils, a été diagnostiqué avec un cancer. Et en tant que sa mère, j'ai dû signer en fait les papiers pour qu'il puisse commencer sa chimiothérapie. Et quand le médecin m'a expliqué tout ce qu'il y avait, les traitements qu'il devait avoir, j'ai tout à fait compris qu'après une chimiothérapie, après de la radiothérapie, en fait, il serait infertile. Et j'avais pas le choix. Je voulais que mon fils, que Mouli, vive. Donc, j'ai signé ces papiers. Et le sentiment que j'ai eu devant ces papiers, de devoir choisir, en fait, entre la vie et la vie prochaine de mon fils, c'est quelque chose qui m'est resté toujours. Je pensais toujours j'aimais la gynéco depuis que j'ai commencé médecine, et je pensais toujours aux femmes qu'on leur explique pas assez tôt qu'il faut préserver la fertilité, peut-être garder, qu'il faut en parler plus, il faut qu'il y ait plus. Et après, quand j'ai réussi à continuer à respirer après avoir signé ces papiers, je me suis dit, en fait, il y a tout un sujet qui est la préservation de la fertilité médicale, que c'est un sujet que je n'y avais pas pensé.
Et c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de dédier ma carrière à ça, aux femmes qui ont besoin de faire ça avant les traitements, aux petites filles et aux garçons et aux petits garçons. Ouais. Il n'y avait rien, en fait. Vous avez cherché, j'imagine, à voir s'il y avait de la littérature ou s'il y avait des expériences. Il n'y avait pas grand-chose pour les enfants. Il n'y avait pas, à ce moment-là, c'était en 2010, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de possibilité de préserver rien du tout. Et après, quand j'ai fini mes études de médecine, Mouli est décédé quand il avait 5 ans et demi. Donc, je n'ai pas eu le besoin de réfléchir comment on allait traiter ces non-effets secondaires de traitement. Mais cette sensation devant ces papiers, j'ai décidé que j'essaierais que plus personne n'ait besoin de faire ça, quoi. Si c'est une maman, si c'est un enfant, si c'est un couple qui vient chez moi, j'essaie de leur donner le maximum de chances de pouvoir, en fait, mettre cette chose en parenthèse et continuer après. Aujourd'hui, on est confronté à des cas un peu plus spécifiques. C'est déjà arrivé de faire des enfants post-mortem, mais avec la guerre et avec la mort de ces jeunes soldats ou de ces civils voilà, qui ont été fauchés en pleine vie, vous avez eu énormément de demandes pour prélever du sperme post-mortem et essayer, alors dans un deuxième voire troisième temps, permettre à ces jeunes-là d'avoir des enfants malgré tout, malgré le fait qu'ils soient plus là. Alors, ça paraît un peu bizarre, ça mélange beaucoup de questions, mais ça existe. Oui, ça existe. En fait, en Israël, il y a la procédure se fait en fait en 2 étapes. Il y a la première étape qui est le prélèvement du sperme chez ces personnes qui ont été tuées ou qui sont décédées. Si c'est pendant la guerre, c'est complètement différent de ce qui se passe normalement. Normalement, des fois, c'est des personnes qui sont intubées, donc il y a d'autres possibilités. Quand la personne est décédée, ça se fait par biopsie, en fait, une biopsie du testicule, où on prend une partie, on essaie d'avoir d'avoir la majorité de sperme. Et ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, la deuxième étape, en fait, c'est le droit d'utiliser ce sperme. Le fait de préserver ce sperme ne donne pas automatiquement la possibilité de l'user plus tard. C'est-à-dire qu'Israël est conscient que, oui, peut-être qu'il y a des cas où ça doit être possible, donc ils autorisent pour tout le monde, ils autorisent dans un premier temps le prélèvement, mais après on ne sait pas si ça va pouvoir se faire, si on va avoir une autorisation de l'État d'Israël, d'aller jusqu'au bout du processus et de faire un enfant. Oui, ça dépend aussi qui demande, si c'est les parents, si c'est la conjointe. Il y a beaucoup de questions éthiques, de questions morales, bien sûr. Mishpati, il y a des questions religieuses pour des gens aussi. Et est-ce qu'on peut faire un enfant sans père alors que le père est décédé? Est-ce qu'un enfant peut naître après sa mort? Ça paraît complètement fou, mais beaucoup de chercheurs, beaucoup de rabbins travaillent là-dessus, travaillent sur ces questions. Mais c'est possible, il y a déjà des enfants qui sont nés comme ça. Oui, du point de vue médical, c'est possible. Et moi, en fait, je ne peux pas rien dire du point de vue éthique et du point de vue mishpati. Oui, du point de vue du droit. Du droit, et je peux dire en tant que médecin qui aime la fertilité, qui voit les enfants naître après, qui voit les familles qui veulent avoir fertile. Chaque cas où il y a besoin de faire de la préservation de la fertilité, c'est des cas qui sont normalement pas très gais. On a une autre expérience de la vie, ils ont des autres plans. Et maintenant qu'on pense à cette terrible guerre qui a pris tellement de jeunes hommes qui ont été tués, massacrés d'une façon horrible. Il y a ceux qui sont restés, ils ont l'espoir d'avoir une famille, de vouloir continuer malgré tout. Et du point de vue médical, il y a des technologies qui sont possibles. C'est-à-dire, il faut faire ça rapidement, normalement, après que la personne soit décédée. Alors justement, ça paraît un peu complexe parce que d'abord, il y a beaucoup de corps qui n'ont pas encore été identifiés, c'est assez glauque, mais c'est comme ça, qui sont préservés dans une espèce de conteneur. Il y a ceux qui sont tombés sur les champs de bataille. J'imagine que pour prélever du sperme, il faut quand même que ce soit gardé dans de certaines conditions de température. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se sont posées en fait pendant ces derniers jours parce que contrairement à des morts ou des décès qui sont normalement où il y a pas beaucoup de cas à l'hôpital où le corps ou la personne sont identifiées, c'est évident que si on veut utiliser après ces gamètes pour faire des bébés, c'est évident. De toute façon, l'identification doit être faite à 100%. Mais encore plus, je veux dire, il faut faire encore plus attention si on veut utiliser après ces gamètes plus tard. Et
Et je veux dire qu'en Israël, l'identification des corps, contrairement à ce qui se fait dans le monde, est très rapide. Parce qu'ici, on a l'habitude en Israël d'enterrer les gens dans les 24 heures. Et quand on pense à des autres choses comme le 9/11 qui s'est passé en Amérique ou d'autres, des tremblements de terre ou des choses comme ça, où il y avait beaucoup de gens, malheureusement, qu'il fallait en fait identifier. Ce qui se passe en Israël, le monde entier, du point de vue médical, est abasourdi par la vitesse chez laquelle ça se fait chez nous. Mais quand même, chez nous, on parle, par exemple, en semaines, en jours, et pour nous, ça nous a l'air très long. Et en Amérique ou dans d'autres pays, quand c'est des choses comme ça se parle en mois. C'est même pas les mêmes différences de temps. C'est-à-dire que pour analyser l'ADN qui peut être prélevé sur le corps, ça peut prendre beaucoup plus de temps à l'étranger? C'est même pas juste l'ADN. Il faut, en fait, pour pouvoir, il faut avoir au moins deux choses pour identifier à 100%. À 100%. Moi, je sais pas, c'est pas mon travail. Moi, ouais, je suis dans la fertilité. Du côté de la vie. Mais voilà, mais en fait, c'est compliqué parce qu'il faut au moins, être sûr, il faut au moins avoir différents. Des fois, l'ADN, c'est pas possible. Des fois, il y a des tatouages il y a plusieurs choses. Mais le fait est que pour préserver le sperme, il faut que les personnes soient identifiées. Et plus on fait la préservation du sperme plus tôt, après le décès de la personne, on a plus de chances de l'avoir. Maintenant, la question comment le corps doit être préservé, c'est vraiment préservé, oui, c'est vraiment une question. Et on n'a pas, en fait, c'est pas quelque chose qui a été examiné. On sait comment on les préservait jusqu'à maintenant, parce que c'est ça qui se faisait. On ne sait pas si c'est mieux, si c'est moins bien. Ça veut dire que quelqu'un qui est mort sur le champ de bataille, qui n'a pas été forcément préservé dans une chambre froide, c'est un peu glauque ce qu'on raconte, mais bon, c'est la réalité, c'est notre réalité. On ne sait pas si c'est mieux d'avoir été laissé comme ça ou dans une chambre froide, on peut estimer, on peut penser que si c'était au soleil pendant longtemps, ça sera pas bien. Je veux dire, ça sera pas si c'était plus longtemps, des fois le sperme on le garde pas toujours. Si on fait une prélévation d'un jour avant pour l'opération jusqu'au lendemain, par exemple la femme et la IVF, on le met pas au frigo. Mais ça c'est vraiment des conditions normalement qui sont extrêmes. Mm-hmm. Donc c'est possible que ça soit moins bien pour le sperme. Il faut 48 heures à peu près. Il y a des enfants qui sont nés suivant la littérature, des enfants qui sont nés de sperme qui a été prélevé à 48 heures après le décès. Il y a des spermes qui ont été prélevés jusqu'à 72 heures. Ça se fait normalement, c'est ce qui se faisait dans la majorité des hôpitaux, même en dehors d'Israël. Et il y a aussi des cas qu'on a vu du sperme qui a été prélevé jusqu'à 106 heures après le décès. Juste dans d'autres conditions, des choses comme ça, mais c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de données, en fait. Baruch Hashem, parce qu'on n'a pas eu besoin. Mais il n'y a pas beaucoup de données sur les spermes qui ont été préférés longtemps. Et souvent, ces spermes qui ont été préférés longtemps, ils n'ont pas été essayés. Il n'y a pas de bébés qui ont été faits avec. Il y a des bébés qui ont été faits avec du sperme qui a été prélevé jusqu'à 48 heures. Ça a été fait. On a des études sur les enfants qui sont nés post-mortem, savoir psychologiquement comment ils sont, ou c'est trop tôt tout ça? Je pense que c'est trop tôt. Je suppose qu'il y a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et comme il y a d'autres façons de faire des familles aujourd'hui qu'on ne pensait pas qu'il y avait il y a longtemps, et avec la technique, ça donne beaucoup d'espoir à différentes familles qui ne sont pas toujours faites d'un papa et d'une maman biologique. Ça peut être si quelqu'un a une infertilité, s'il y a d'autres choses. Il y a plusieurs façons de faire des familles de nos jours. Et je pense pas qu'il y a... Enfin, j'ai pas vu des grandes différences éthiques ou des grandes questions que les gens disent non, c'est vraiment pas bien pour les enfants. Voilà. Et je pense que souvent, la famille qui a, même des enfants qui sont nés biologiquement, peuvent avoir d'autres challenges, que des... Alors justement, ces familles-là qui sont candidates à utiliser ce genre de technique, en général, on se demande comment c'est possible, mais il faut comprendre qu'il y a des familles qui ont déjà été décimées pendant la Shoah, qu'il reste peut-être une personne et que cette personne a été tuée pendant cette guerre, ou alors des jeunes mariés qui venaient de se marier et c'était l'amour de leur vie. Bon, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a envie de recourir à cette méthode-là. J'imagine que vous en voyez aussi, et on vous en parle beaucoup. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de familles. Il y a des enfants qui ont eu, des femmes qui avaient un enfant et que c'était évident qu'ils voulaient 3-4 enfants. Et maintenant, ils ont envie de continuer ce qu'ils avaient prévu malgré ce qui s'est passé. Il y a des familles qui ont des parents qui ont vu pour leurs enfants. Il y a beaucoup de questions éthiques. Ça dépend beaucoup si c'est la conjointe, si c'est les parents. Et c'est pour ça qu'en Israël, je pense que c'est quelque chose qui se fait bien, qui est fait d'une façon très humaine,
contrairement à d'autres pays où si la personne n'a pas signé à l'avance, on ne pourra même pas préserver. C'est évident que si on ne préserve pas, alors après, même si on fait des grands débats éthiques, c'est impossible si on n'a pas le sperme. Donc je pense ici, on peut préserver pour tout le monde, quoi qu'il en soit, et après, dans un deuxième temps, on examine si c'est possible de l'utiliser, comment l'utiliser, pour qui l'utiliser. Et je pense que c'est fait d'une façon très humaine, et c'est quelque chose qui est spécial pour notre peuple, parce que aussi quand je parle à mes collègues, la fertilité en Israël, elle se voit d'une autre façon que ça se voit en dehors d'Israël. L'envie d'avoir des enfants, l'envie d'avoir des grandes familles, l'envie de faire une famille, c'est complètement différent. Et il y a certains qui disent en Israël, il est l'âge, ou en tout cas, il est temps d'avoir des enfants tant qu'on n'en a pas. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de traitements qui sont faits, beaucoup d'aides apportées aux femmes, aux hommes. Alors, si ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont envie d'en savoir plus, ont envie de voir si il y a peut-être une possibilité pour leurs proches de procéder à cette conservation de sperme post-mortem, est-ce qu'on peut contacter un numéro? Est-ce qu'on peut se renseigner quelque part? Alors, il y a un numéro du Misrad Habriout qui a été fait exactement maintenant pour cette guerre. Il faut que je le regarde, je vous le donnerai. D'accord. Et ça a été fait, et on peut appeler ça, c'est un numéro d'urgence qui a été fait exactement pour ça, parce qu'on sait que chaque minute compte à ce moment-là. Bien et sûr. il faut que, moi, ce qui est important, je pense que c'est de savoir qu'il y a une possibilité de ne pas regretter après. Ça peut être fait en 2 étapes. On peut prendre le sperme, réfléchir après ce qu'on va en faire, et on peut décider de ne pas le faire. Et le détruire. Oui, on peut aussi décider de ne pas le faire. C'est aussi, je veux dire, tout. Il faut que la personne qui doit prendre cette difficile décision dans un moment qui est tellement difficile sache quelles sont les possibilités et prenne la décision qui est la meilleure pour elle. Alors, on a beaucoup parlé du sperme des garçons, on a peu parlé des femmes qui sont décédées. Là, il n'y a rien à faire, j'imagine. Non. Enfin, sadement, il y a pas assez. Comme en fait, chez les femmes, les oocytes ne sont pas matures. C'est pas comme un homme où le sperme qui est déjà dans le testicule est mature, on peut le prendre, l'aspirer. Chez les femmes, c'est différent. Et pour l'instant, il n'y a pas une possibilité de préserver après le décès de la femme. Pour avoir des enfants biologiques. Non. Bon, en tout cas, bravo à tous ces spécialistes, ces médecins, ces urologues, ces gynécologues qui font ce genre de d'actes médicaux. C'est pas toujours simple. J'imagine que ça doit pas être facile, mais bon, c'est aussi la médecine qui veut ça, et donc c'est pour le bien de l'humanité. Donc, en tout cas, si vous avez envie, ou en tout cas d'en savoir plus, vous pouvez contacter le téléphone qui sera juste au-dessus de la vidéo, dans le petit descriptif de la vidéo. Myriam Safrey, vraiment, merci 1000 fois pour votre intervention. C'est passionnant. Vraiment, on a l'impression qu'on est dans un monde très spécial, on dirait de la science-fiction, franchement. Qu'on retourne à faire des bébés pour des gens qui sont là avec nous. Ouais. Et tranquillement à l'hôpital, et qu'on s'en mettre des smachot, parce que c'est ça à la fin la fertilité. On espère qu'on pourra faire ça pour nos patients dans la joie et le calme. Dans des conditions les plus normales possibles. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, et puis donnez-nous de vos nouvelles, donnez-nous des nouvelles de vos actions. On est toujours là pour vous pouvez nous parler quand vous voulez. Merci.